Mesdames et messieurs, bienvenue, nouvel épisode de Bushido Time, émission où l'on décrypte ensemble, on review, on analyse tout ce qui se passe dans le monde des sports de combat, votre rendez-vous hebdomadaire. Il va y avoir beaucoup de choses à parler parce que encore une fois dans le monde des sports de combat, ça a pas mal bougé, on s'ennuie pas et tant mieux comme ça. Voilà, Greg MMA va donc affronter le Tchèque Martin Horský lors de Hexagone numéro 13, le 26 janvier au Zénith de Paris. Greg, qui a fait un retour justement fracassant à l'Hexagone 10 à Orange, contre l'Italien Gianluca Lucicero, par KO en 13 secondes. Je pense que ce combat, on l'a tous vu. C'était son grand retour à la compétition, donc après 17 ans d'absence, et il l'a fait avec la manière. Et donc là, pour son deuxième combat à l'Hexagone, il va rencontrer le Tchèque Martin Horský, qui lui a déjà fait un combat à l'Hexagone contre le Français Crésus Mokima. Il a gagné, il reste sur une victoire. Il a un palmarès de 4 victoires, 5 défaites. Il a 40 ans, 1m88, c'est un mec solide. C'est un mec aussi qui combat en bark knuckle, donc en boxe à main nue et aussi en kickboxing. Son adversaire à Greg, donc c'est un mec qui a du cœur. C'est un mec qui recule pas, mais c'est pas non plus un gros bagarreur à se jeter n'importe comment dans la mêlée, quoi. C'est un mec qui frappe fort, c'est un mec qui a les mains quand même assez lourdes, mais c'est un gars qui se déplace beaucoup, qui réfléchit, il a des bons déplacements d'ailleurs. Greg n'est pas non plus un mec à rentrer complètement dans la bagarre, donc moi je pense qu'il va y avoir de l'observation sur ce combat, il va y avoir de l'observation avant les premiers échanges. De niveau, en termes de sol, je vois un très large avantage justement pour Greg, c'est indéniable. J'ai pu voir les phases de sol de Martin et c'est vraiment du très basique, et c'est pas pour moi du tout au niveau de Greg justement. Là où Greg devra se méfier, c'est sur les sorties de clinch, je pense, sur quand il va sûrement rentrer justement au point en striking, parce que son adversaire a tendance à se couvrir, pas forcément à faire des mouvements de buste, des esquives ou à reculer, etc., mais il a tendance à se couvrir, à se mettre un peu en bouclier, quoi, pour après balancer des très gros échanges, des très grosses frappes en overhand, des très gros crochets larges, et c'est là où potentiellement Greg peut avoir un peu de difficulté. Parce que Greg, quand il combat, il a quand même le buste qui est assez droit, le menton un petit peu relevé, et il ne faudrait pas qu'il se fasse toucher par un échange en sortie de clinch, ou justement dans une configuration où ça reste très collé, quoi, vraiment en close distance. MMA GP qui va avoir lieu à Bordeaux le 21 octobre, la semaine prochaine, le week-end prochain, samedi prochain donc. MMA GP, MMA Grand Prix. Alors il y a une dernière carte qui s'est tenue à Genève, qui avait offert de très beaux combats justement. Et donc là ils reviennent pour une nouvelle édition à Bordeaux. Alors carte de 6 combats. C'est une fédé, le Gamma, c'est une fédé qu'on va pouvoir retrouver en partenariat avec le One, avec plus tout ce qui est côté asiatique, etc. Pays de l'Est. Et donc Morgan avait fait des bons résultats là-bas. Donc elle va débuter, elle va faire son premier combat professionnel sur cette carte du MMA GP. Alors contre Laetitia Gallardo, je ne connais pas. Qui a Martin McNulty. Martin McNulty, il s'entraîne au Cabuto, qui est un club à La Rochelle. Si je dis pas de bêtises, il n'a pas changé de gym. J'avais déjà pu tourner avec lui au sol, d'ailleurs, c'est un bon petit gars avec un bon niveau. Donc il va affronter Ezobaïr contre Boarsa. Boarsa, voilà. Pareil, alors français 6-3, je ne connais pas. Je ne l'ai pas vu combattre. Ensuite, ça sera en catégorie 125. 125, c'est quoi? C'est 57, c'est flyweight, je crois. Ensuite, en 170 pounds, donc en 77 kg, Jason Polidor contre Hamza Halal. Alors Polidor qui a 0 victoire, 1 défaite, donc un combat en professionnel, contre Hamza qui lui va faire ses débuts en professionnel. Autre combat, donc 4e combat de la soirée, ça sera Michael Aljarouj. Alors lui, il a fait des très grosses guerres au 100% fight, de très belles guerres d'ailleurs, il avait mis quand même de sacrés KO. Il va affronter Nuno Costa. Alors Michael, il a 9 victoires, 4 défaites, Nuno Costa, il a 15 victoires, 4 défaites, c'est un gros client quand même, c'est un gros client. Le combat se fera en 135, donc c'est 61 kilos aussi, donc en 3x5 en professionnel. De toute façon, toute la carte est en professionnel, il n'y a pas de combat amateur là-dessus. Alors Michael qui sera en vidéo avec Greg, aux côtés d'ailleurs de Adam Meschini, combat juste au-dessus.
Voilà, ils seront tous les deux donc en vidéo, ça sera le sujet de la prochaine vidéo de Karaté Bushido. N'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, ensuite, donc Adam Meschini en 145, donc 66 kg. Cette victoire du défaite, il va affronter un autre Brésilien aussi, donc Keke Modesto, 6 victoires, 3 défaites. Donc le main event, ça sera un combat franco-français contre Banjugu Sidibé, 10 victoires, 6 défaites. En 145, donc pareil, en 66 kg, contre Dimitri Solimès. Alors je crois que Dimitri Solimès, victoire de défaite, c'est un gars du sud. Dans les cartons que Ramzan devait combattre prochainement au KSW, on attendait donc le nom de son adversaire. Et ça a été annoncé, c'est officialisé, donc il va affronter Daniel Tarchila, alors qui est ranké justement dans la catégorie du KSW. Donc là, il fait un step-up en termes de compétition. 6 victoires, 2 défaites, c'est un gars solide, qui a pris des bons gars. D'ailleurs, on va aller voir son Tapology ensemble. Donc voilà, qui a fait ses débuts au KSW en 2023. Il a déjà effectué 2 combats là-bas, une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. Et il a été matché contre Ramzan. Alors je sais plus, je crois qu'il est dans le top 10 justement du ranking du KSW. Donc son adversaire, on peut voir qu'il a 2 victoires par KO TKO, 2 victoires par soumission et 2 victoires à la décision. Il a donc seulement 2 défaites et il n'a jamais été terminé. Jamais été terminé. Les 2 défaites qu'il a eues sont par décision. Alors on a déjà pu bien parler de ce combat justement, alors je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où Benoît va affronter, donc Benoît enchaîne les combats, je sais plus combien ça fera de combats en un an qu'il a fait, mais je sais plus si c'est 3 ou 4 non, peut-être pas un 5e. Mais bref, il a vraiment enchaîné. Il a fait des très grosses guerres et il repart directement au charbon. Sur la carte Miyoshi John Jones, au Madison Square Garden à New York. Et voilà, ça c'est un lieu mythique pour les événements. Je pense que combattre là-bas, c'est un truc de folie. C'est juste de la folie pure et dure. Et en plus, sur une telle carte, voilà. Alors, Benoît va rencontrer donc Matt Frevola, qui est classé 14e à l'UFC. Donc un adversaire du top 15. Si Benoît décroche cette victoire, il rentrera lui aussi dans le top 15 de l'UFC. Je vais y arriver. Que attendre de ce combat? Alors, petite anecdote sympa. Donc, ce combat tombera aussi le jour le Veterans Day aux États-Unis, donc le jour des vétérans de guerre. Comme Benoît est un ancien des forces spéciales et Matt Frevola, pareil, est un ancien de l'armée américaine, ils avaient proposé à ce que, comme ce soit 2 militaires qui se rencontrent le jour des vétérans militaires, il y ait un t-shirt custom. Un t-shirt custom camo, en fait, pour rappeler leur parcours militaire. Moi, je trouvais ça sympa, et puis pourquoi pas, quoi. Ça fera un petit truc spécial pour célébrer ce combat. Le main event et le co-main event, il y a eu 2 très gros changements. Donc à la base, Islam était censé aller combattre contre Charles Oliveira, c'était donc la revanche. Islam avait gagné le premier combat, il s'était emparé de la ceinture avec un bras-tête. Et donc devait y avoir cette revanche. Malheureusement, alors je comprends pas non plus comment ça se fait, quels sont les consignes établies en sparring, etc. Mais c'est-à-dire, quand on est à l'approche d'un combat, on prend toutes les précautions justement pour que toutes les choses qui puissent arriver en sparring n'arrivent pas, c'est-à-dire que ce soit des coupures, des blessures, ce genre de choses. Là, on est à 2 semaines. Alors, je crois que la news a été annoncée il y a quelques jours, donc ça fera, on va dire qu'on est à 3 semaines du combat. Quand on fait des sparring assez proches, en règle générale, on porte des casques. Alors, je ne sais pas si ce sparring était en lutte, je ne sais pas si ce sparring était en grappe, auquel cas, on ne porte pas de casque. Mais si c'était un sparring MMA, un sparring de boxe, un sparring de kick, on porte des casques pour éviter, déjà d'une, de trop se faire sonner, même si là-dessus je suis pas totalement d'accord, mais on porte des casques surtout pour éviter les coupures, parce que même une petite coupure de merde peut faire que justement les commissions athlétiques refusent que le combattant participe au combat annoncé, parce qu'il faut un certain temps de cicatrisation pour la peau.
Si ce temps n'est pas respecté, à la moindre frappe, ça va se rouvrir et donc potentiellement bien saigner et potentiellement faire arrêter le combat sur TKO à cause de coupures. Là, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, j'ai pas la photo, mais Charles Oliveira, il a pris un coup. Je sais pas si c'est un coup de tête, franchement. Vu la profondeur de la coupure, je pense que ça doit être un choc de tête ou alors un genou. Mais voilà, il s'est fait ouvrir au niveau de l'arcade super profondément. Et en 2-3 semaines, c'est impossible que le tissu cicatriciel se mette en place et que ça cicatrise bien et que du coup il puisse combattre. Alors, au tout début, il avait été annoncé pour ce combat qu'il y avait un mec qui était là en backup. C'est-à-dire que si, imaginons, le jour du combat ou la veille du combat, etc., il y en a un des deux qui soit tombe malade, soit se blesse, qui peut arriver. Et donc ils avaient parlé de Mateusz Gamrot, donc Mateusz Gamrot qui sort d'une victoire contre Rafael Fiziev, une victoire entre guillemets un peu expéditive où il n'avait pas pris trop de dégâts. Fiziev s'était blessé justement sur un kick et Gamrot avait été mis en termes de combattant, donc de remplaçant backup. Donc normalement ça devait être lui qui allait prendre le combat, si jamais un des deux se blessait. Alors, plot twist, ce n'est pas Gamrot qui a été mis, c'est Alexander Volkanovski, le champion des 66 kg des featherweight de l'UFC. Alors, Volkanovski, il a des balls de dingue, parce que pour prendre Makhachev en short notice, donc pas de prépa, en plus, apparemment, il est sorti d'une opération il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il n'a pas non plus un très gros régime à faire, parce que là, c'est pas un combat dans sa KT des 66, dans sa KT habituelle. C'est un combat en 70. Petit rappel du premier combat, ça avait été un combat quand même qui était relativement serré. Makhachev, j'ai pas souvenir de l'avoir vu autant en difficulté. Sauf peut-être contre Mansour, notre français Mansour Barnaoui. Mais voilà, ça avait été un combat serré. Je pense que la décision, pour moi, elle aurait pu aller dans les deux sens. Volkanovski, c'est un dog. C'est un yinche complet. C'est un mec avec des balls, c'est gros striking, gros déplacement, grosse lutte, gros sol, et un mental de bâtard. C'est quand même un peu risqué parce que s'il perd ce combat, donc ça fera 2 défaites contre Islam, je suis pas sûr qu'il aura à nouveau sa chance contre Islam pour le titre des 70 kg, sauf s'il fait une prestation de malade, ou alors il se fait, voler au niveau des juges, etc. Mais pour moi, c'est sa dernière chance pour avoir le statut de double champ. Oh là 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 là. Kamaru Usman, ancien champion des welter de l'UFC, contre Khamzat Chimaev. Petite erreur au niveau du graphique. Non, il est à 12-0. Il a 12-0. Sur ce combat, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été changé? Et qu'est-ce que vient foutre Kamaru ici, justement? Alors, en premier lieu, Khamzat devait affronter Paulo Costa, donc le Brésilien ultra mastoc, le Hulk brésilien avec son Secret Juice. Voilà, ça avait trash talk depuis un sacré moment. Ça s'était vraiment chauffé. Et donc là, Khamzat combat en 84, lui qui a aussi évolué en 77 à l'UFC, mais là, il a donc décidé d'aller dans la KT au-dessus. Alors malheureusement, Costa a eu une infection, il a eu un staphylocoque au niveau de son coude. On avait pu voir une photo qu'il avait postée, comme quoi il avait subi une chirurgie, justement, mais son coude restait très enflé, tout rouge. Il a subi une deuxième chirurgie, et il devait en subir une troisième. Il devait avoir l'aval des médecins de l'UFC. Malheureusement, c'est pas le cas. Puis je vois l'état du coude de Costa. Plus à mon avis, ça doit être antibiotiques, repos, et tout ça à l'approche du combat. C'est vachement chaud à gérer. Perte d'énergie, je pense au niveau même sommeil, ça doit être un peu galère. Pour la perte de poids aussi, ça doit jouer, ça doit être galère. Donc vraiment pas dans les bonnes conditions pour offrir un bon combat. De toute façon, Costa n'a pas été clear up, il n'a pas été validé par les médecins de l'UFC justement pour combattre. Donc il fallait trouver un remplaçant. Il y a eu le lutteur qui est rentré là par les Dana White Contender Series, un des meilleurs lutteurs américains dans l'histoire, qui s'appelle Bo Nickal. Bo Nickal, très très gros lutteur, donc vraiment titré. Et il a fait des débuts fracassants. C'est vraiment, en termes de prospect, c'est vraiment très très gros top prospect. Il était rentré donc par le Dana White Contender Series.
Et après, il a fait, je sais plus, 1 ou 2 combats à l'UFC. Et pareil, à chaque fois, il a fait des putains de performances. Et donc, lui, il avait call out Chimaev. Justement, il a dit, hé les gars, moi, je suis là. Je le prends, Chimaev, il n'y a aucun problème. Donc, ce combat-là aussi aurait été très intéressant. Parce que, pour moi, la lutte de Bonical surpasse largement la lutte de Chimaev. Même si Chimaev reste très dangereux là-dessus. En termes de mains, Bonical a les mains aussi très lourdes. Je dirais même plus que Chimaev. Donc ça aurait fait un combat vraiment super intéressant. Et du coup, on s'est retrouvé avec un truc mais que personne n'attendait. Et bah c'est Kamaru Usman. C'est Kamaru Usman. Alors qui sort de 2 défaites contre Leon Edwards. À chaque fois pour la ceinture. Et donc là, ce combat, ça sera en 3 rounds. Même là, franchement, j'aurais kiffé qu'ils le mettent en 5 rounds. Parce que, bah alors, Usman, c'est quand même un monstre de cardio. Chimaev a un peu moins, on a pu voir que le cardio... bon, après, même si c'était une guerre totale, hein, donc c'est normal que le cardio soit émoussé, mais contre je vais y arriver, Gilbert Burns. Voilà, on a pu voir que le cardio était mis à rude épreuve. Donc ce combat 3 rounds, petite info, ça sera le premier combat 3 rounds de Usman depuis 2018, parce que sinon depuis 2018, il n'a fait que des combats en 5 rounds. Donc voilà, il a la caisse qui est entraînée pour... Donc là, ce combat, ça se fera à 84. De toute façon, choix logique parce que, déjà d'une, le combat était planifié à 84, donc je pense que Chimaev devait faire son cut par rapport à ça. Et Usman reste quand même très lourd hors combat. Voilà, il combat 77, mais je crois qu'il est au moins à 80, 88, 89 hors combat. Donc là, en short notice, ça aurait été impossible pour lui de descendre à 77. Mais il a donc décidé de prendre ce combat. Et franchement, c'est très risqué. Alors, petite chose par rapport à ce fight, Dana White, donc le big boss de l'UFC, a dit que le gagnant aura un title shot contre Sean Strickland. Donc Sean Strickland qui a gagné contre Adesanya et qui a récupéré la ceinture des 84 kg. Bon, alors ce choix de Dana White, pour moi, je trouve ça complètement débile, parce que là, les mecs, ils passent devant tout le monde en ranking, hein, ils passent devant les Jared Cannonier, devant les Robert Whittaker, etc. C'est juste parce que les mecs... alors, bon, il faut respecter les crédentiels de Kamaru Usman quand même. Hein. C'est le mec qui a défendu je sais pas combien de fois sa ceinture à l'UFC. C'est un putain de combattant. Donc, encore pour lui, ça peut être logique d'aller défier Sean Strickland. Par contre, Chimaev, qui passera devant tout le monde, ça un peu moins. Et franchement... Alors, si Chimaev va affronter Strickland, pour moi, Chimaev gagne. Mais voilà, donc petite annonce de Dana White qui m'a un peu surpris, je l'avoue, mais si les mecs sont bankable, bah pourquoi pas, quoi. Alors, l'UFC, ou plutôt c'est l'USADA qui se sépare, qui se barre de sa collaboration avec l'UFC. Faisons un petit rappel, déjà l'USADA c'est quoi? Alors l'USADA c'est un organisme qui fait tout ce qui est test antidopage. Non, antidoping, si. Oui, enfin contrôle antidopage. C'est une organisation tierce américaine, voilà, qui va tester les combattants. Il y a tout un protocole qui est mis en place. Ils sont avec l'UFC depuis un bon moment. Je crois que ça devait faire 6 ans qu'ils étaient ensemble. Alors il y a eu des petits couacs justement par rapport aux combattants ces derniers temps, c'est-à-dire que... Alors l'UFC a toujours quand même fait du bon job. Et ce que j'aime bien avec l'UFC, avec l'USADA, c'est que les tests qu'ils vont effectuer, les résultats vont être annoncés quand même publiquement. Ils vont être annoncés de façon publique, donc voilà, c'est pas caché, machin, tiens, est-ce qu'on dit que lui est dopé, est-ce qu'on dit que lui n'est pas dopé, enfin est-ce qu'on annonce ou pas. Eux, ils balancent la news, et puis après basta, quoi. Et ils faisaient des petits... Ça aussi, c'était sympa, je crois que c'était à partir de 25 contrôles antidopage réussis, tu as le t-shirt de l'USADA, donc ça montre que tu es un mec clean. À partir de 50 contrôles réussis, tu as une jacket, une petite veste. Donc ça aussi, c'est un truc symbolique et j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt sympa. Ils avaient fait relativement du bon boulot, et ça s'est corsé justement sur ces derniers mois. Alors d'une, déjà, les combattants l'avaient un peu mal parce que USADA, quand ils font des contrôles antidopage, donc c'est des contrôles inopinés, ça peut arriver n'importe quand. À partir du moment où on combat à l'UFC, on est donc ce qu'on appelle dans le pool testing. On rentre dans ce pool testing, il faut attendre 6 mois de tests, etc. avant de pouvoir combattre à l'UFC, d'être placé sur une carte.
Donc les contrôles sont inopinés, ça peut arriver, je crois qu'il y a une tranche horaire, genre à partir de 6h du mat, un peu comme, comme quand la PAC vient de soulever, hein. À partir de 6h du mat, ça peut venir toquer chez toi jusqu'à je sais pas quelle heure. Ils peuvent venir chez toi, ils peuvent venir dans ton gym, il faut que tu les préviennes quand tu es en déplacement. Voilà, donc il y a quand même pas mal de contraintes par rapport aux combattants. On avait pu lire justement que John Jones, quand il a vu un contrôle, bon, John Jones, on sait que voilà, c'est pas le mec le plus clean à l'UFC. L'USADA était venu au gym et le mec s'était caché pendant plusieurs heures sous la cage, en fait, pour éviter le contrôle antidopage. Mais voilà, l'USADA, c'est les mecs qui peuvent popper de façon random pour ok, venez les gars, aujourd'hui vous allez pisser, aujourd'hui on va faire une prise de sang, voir si vous trichez ou pas. Et bah, ça a relativement bien marché quand même, on a vu pas mal de mecs qui se sont fait popper, et les résultats, encore une fois, je le redis, ont été annoncés publiquement. Donc ça a aussi chauffé dernièrement, c'est par rapport au cas Conor McGregor. Apparemment la scission, justement, viendrait du cas Conor McGregor. Parce qu'en fait, Conor, ça fait un moment justement qu'il dit oui, je vais recombattre, machin. Et donc là, il vient juste de rentrer dans le pool testing de l'UFC. Et donc, pour qu'il combatte, il faut qu'il attende 6 mois. Pour Dana White, pour Conor, c'est trop long en fait. C'est trop long. Ils veulent des exemptions. Ils disent non, il faut qu'il combatte avant, machin, etc. Et en fait, ils veulent un passe-droit, tu vois. Et bah, l'USADA ne veut pas. L'USADA ne veut pas, et voilà, enfin, qu'il y ait des passe-droits pour certains combattants et pas pour d'autres, même moi je trouve ça dégueulasse en fait. Je trouve ça dégueulasse. Donc tu peux pas faire ça. Et l'USADA a dit ok, bah écoutez, vous savez quoi, on arrête le partnership entre l'UFC et l'USADA, ciao, bye bye. Ils ont fait tout un communiqué de presse. Dana White, il l'avait très mauvaise, parce qu'au lieu de faire un truc à deux, entre l'UFC et l'USADA, justement, un communiqué entre guillemets cool et politiquement correct, l'USADA a pété un peu les plombs, ce que je comprends aussi, a pété un peu les plombs, et Dana White, il a commencé... Ah ouais, il a dit, le boss de USADA, il a fait un breakdown façon Britney Spears. Petit rappel, hein, ce breakdown où Britney Spears s'était mis en public en train de se raser la tête, bref, elle avait pété les plombs, et en gros, Dana White, il a comparé à ça.